Bonjour tout le monde, c'est encore moi. On se retrouve toujours avec une vidéo de broderie et de lecture. Cette fois-ci, c'est du bleu clair. J'avais envie de changer un peu au niveau de la toile, d'aller à droite, à gauche. Euh, il y a 2 fois 3 brins, donc un fil. Et c'est parti, je vous reprends sur la lecture. Il s'agissait de l'inscription au tableau de ligne qui réglait les tours de vente. Les vendeuses s'inscrivaient sur une armoise, dans leur ordre d'arrivée, et chaque fois qu'une d'elles avait eu une cliente, elle remettait son nom à la queue. Madame Aurélie finit par donner raison à Marguerite. Toujours des injustices, murmura furieusement Clara. Mais l'entrée de Denise réconcilia ces demoiselles. Elles la regardèrent puis se sourirent. Pouvait-on se fagoter de la sorte? La jeune fille alla gauchement s'inscrire au tableau de ligne où elle se trouvait la dernière. Cependant, Madame Aurélie l'examinait avec une moue inquiète. Elle ne put s'empêcher de dire « Ma chère, deux comme vous tiendrez dans votre robe. Il faudra la faire rétrécir. Et puis, vous ne savez pas vous habiller. Venez donc, que je vous arrange un peu. » Et elle l'emmena devant une des hautes glaces qui alternaient avec les portes pleines des armoires où étaient serrées les confections. La vaste pièce, entourée de ses glaces et de ses boiseries de chêne sculptées, garnie de moquettes rouges à grands ramages, ressemblait au salon banal d'un hôtel que traverse un continuel galop de passants. Ces demoiselles complétaient la ressemblance, vêtues de leur soie réglementaire, promenant leurs grâces marchandes sans jamais s'asseoir sur la douzaine de chaises réservées aux clientes seules. Toutes avaient, entre deux boutonnières du corsage, comme piqué dans la poitrine, un grand crayon qui se dressait, la pointe en l'air, et l'on apercevait, sortant à demi d'une poche, la tache blanche du cahier de notes de débit. Plusieurs risquaient des bijoux, des bagues, des broches, des chaînes, mais leur coquetterie, le luxe dont elles luttaient, dans l'uniformité imposée de leur toilette, étaient leurs cheveux, nus, des cheveux débordants, augmentés de nattes et de chignons quand ils ne suffisaient pas, peignés, frisés, étalés. Tirez donc la ceinture par devant, répétait Madame Aurélie. Là, vous n'avez plus de bosse dans le dos, au moins. Et vos cheveux, est-il possible de les massacrer ainsi? Ils seraient superbes si vous le vouliez. C'était en effet la seule beauté de Denise. D'un blond cendré, il lui tombait jusqu'aux chevilles, et quand elle se coiffait, il la gênait, au point qu'elle se contentait de les rouler et de le retenir en atta, sous les fortes dents d'un peigne de corne. Clara, très ennuyée par ses cheveux, affectait d'en rire tellement ils étaient noués de travers dans leur grâce sauvage. Elle avait appelé d'un signe une vendeuse des rayons de la lingerie, une fille à figure large, l'air agréable. Les deux rayons qui se touchaient étaient en continuelle hostilité, mais ces demoiselles s'entendaient parfois pour se moquer des gens. Mademoiselle Cugnot, voyez donc cette crinière, répétait Clara, que Marguerite poussait du coude en feignant ainsi d'étouffer de rire. Seulement, la lingère n'était pas en train de plaisanter. Elle regardait Denise depuis un instant. Elle se rappelait ce qu'elle avait souffert elle-même les premiers mois dans son rayon. Eh bien, quoi, dit-elle, toutes n'en ont pas de ces crinières. Et elle retourna à la lingerie, laissant les deux autres gênées. Denise, qui avait entendu, la suivit d'un regard de remerciement, tandis que Madame Aurélie lui remettait un cahier de notes de débit à son nom en disant « Allons, demain, vous vous arrangerez mieux. Et maintenant, tâchez de prendre les habitudes de la maison. Attendez votre tour de vente. La journée d'aujourd'hui sera dure. On va pouvoir juger ce dont vous êtes capable. » Cependant, le rayon restait désert. Peu de clientes montaient aux confections à cette heure matinale. Ces demoiselles se ménageaient, droites et lentes, pour se préparer aux fatigues de l'après-midi. Alors, Denise, intimidée par la pensée qu'elle guettait son début, tailla son crayon afin d'avoir une contenance. Puis, imitant les autres, elle se l'enfonça dans la poitrine entre deux boutonnières. Elle s'exhortait au courage. Il fallait qu'elle conquît sa place. La veille, on lui avait dit qu'elle entrait au pair, c'est-à-dire sans appointement fixe. Elle aurait uniquement le temps pour cent et la gelte sur les ventes qu'elle ferait. Mais elle espérait bien arriver ainsi à 1200 francs, car elle savait que les bandes vendeuses allaient jusqu'à 2000 quand elles prenaient de la peine. Son budget était réglé. 100 francs par mois lui permettraient de payer la pension de Pépé et d'entretenir Jean, qui ne touchait pas un sou. Elle-même pourrait acheter quelques vêtements et du linge. Seulement, pour atteindre ce gros chiffre, elle devait se monter travailleuse et forte, ne pas se chagriner des mauvaises volontés autour d'elle, se battre et arracher sa part aux camarades s'il le fallait. Comme elle s'excitait ainsi à la lutte, un grand jeune homme qui passait devant le rayon lui sourit, et lorsqu'elle reconnut Deloche, entré de la veille au rayon des dentelles, elle lui rendit son sourire, heureuse de cette amitié qu'elle retrouvait, voyant dans ce salut un bon présage. À 9h30, une cloche avait sonné le déjeuner de la première table. Puis une nouvelle volée appela la deuxième, et les clientes ne venaient toujours pas.
La seconde, Madame Frédéric, qui, dans sa rigidité maussade de veuve, se plaisait aux idées de désastre, jurait en phrases brèves que la journée était perdue. On ne verrait pas 4 chats, on pouvait fermer les armoires et s'en aller. Prédiction qui assombrissait la face plate de Marguerite, très âpre au gain, tandis que Clara, avec ses allures de cheval échappé, rêvait déjà d'une partie au bois de Verrières si la maison croulait. Quant à Madame Aurélie, muette, grave, elle promenait son masque de César à travers le vide du rayon, en général qui a une responsabilité dans la victoire et la défaite. Vers 11h, quelques dames se présentèrent. Le tour de vente de Denise arrivait. Justement, une cliente fut signalée. « La grosse de province, vous savez, » murmura Marguerite. C'était une femme de 45 ans qui débarquait de loin en loin à Paris du fond d'un département perdu. Là-bas, pendant des mois, elle mettait des sous de côté. Puis à peine descendue du wagon, elle tombait au bonheur des dames. Elle dépensait tout. Rarement elle demandait par lettre, car elle voulait voir, avait la joie de toucher la marchandise, faisait jusqu'à des provisions d'aiguilles qui, disait-elle, coûtaient les yeux de la tête dans sa petite ville. Tout le magasin la connaissait, savait qu'elle se nommait Madame Boutarel et qu'elle habitait Albi, sans s'inquiéter du reste, ni de sa situation, ni de son existence. « Vous allez bien, madame ?» demandait gracieusement Madame Aurélie qui s'était avancée. « Et que désirez-vous ? On est à vous tout de suite. » Puis se tournant, « Mademoiselle !» Denise s'approchait, mais Clara s'était précipitée. D'habitude, elle se montrait paresseuse à la vente, se moquant de l'argent en gagnant davantage au dehors et sans fatigue. Seulement, l'idée de souffler une bande de clientes à la nouvelle venue l'éprenait. « Pardon, c'est mon tour ?» dit Denise révoltée. Madame Aurélie l'écarta d'un regard sévère en murmurant. « Il n'y a pas de tour, je suis la seule maîtresse ici. Attendez de savoir pour servir les clientes connues. » La jeune fille recula, et comme les larmes lui montaient aux yeux, elle voulut cacher cet excès de sensibilité en tournant le dos, debout devant les glaces sans teint, feignant de regarder dans la rue. Allait-on l'empêcher de vendre ? Toutes s'entendraient-elles pour lui enlever ainsi les ventes sérieuses ? La peur de l'avenir la prenait. Elle se sentait écrasée entre tant d'intérêts lâchés. Cédant à l'amertume de son abandon, le front contre la glace froide, elle regardait en face le vieil Elbeuf. Elle songeait qu'elle aurait dû supplier son oncle de la garder. Peut-être lui-même désirait-il revenir sur sa décision, car il lui avait semblé bien ému la veille. Maintenant, elle était toute seule dans cette maison vaste où personne ne l'aimait, et elle se retrouvait blessée et perdue. Pépé et Jean vivaient chez des étrangers, eux qui n'avaient jamais quitté ses jupes. C'était un arrachement, et les 2 grosses larmes qu'elle retenait faisaient danser la rue dans un brouillard. Derrière elle, pendant ce temps, bourdonnaient des voix. « Celle-ci m'engonce » disait Madame Boutarel. « Madame a tort » répétait Clara. « Les épaules vont à la perfection, à moins que Madame ne préfère une pelisse à un manteau. » Mais Denise tressaillit. Une main s'était posée sur son bras. Madame Aurélie l'interpellait avec sévérité. « Eh bien, vous ne faites rien maintenant ? Vous regardez passer le monde ? Oh, ça ne peut pas marcher comme ça !»« Puisqu'on m'empêche de vendre, madame ? » « Il y a d'autres ouvrages pour vous, mademoiselle. Commencez par le commencement. Faites-le déplier. » Afin de contenter quelques clientes qui étaient venues, on avait dû bouleverser déjà les armoires. Et sur les 2 longues tables de chêne, à gauche et à droite du salon, traînait un fouillis de manteaux, de pelisses, de rotondes, des vêtements de toutes les tailles et de toutes les étoffes. Sans répondre, Denise se mit à les trier, à les plier avec soin et à les classer à nouveau dans les armoires. C'était la besogne inférieure des débutantes. Elle ne protestait plus, sachant qu'on exigeait une obéissance passive, attendant que la première voulût bien la laisser vendre, ainsi qu'elle semblait d'abord en avoir l'intention. Et elle pliait toujours lorsque Mouret parut. Ce fut pour elle une secousse. Elle rougit, elle se sentit reprise de son étrange peur en croyant qu'il allait lui parler. Mais il ne la voyait seulement pas, il ne se rappelait plus de cette petite fille que l'impression charmante d'une minute lui avait fait appuyer. « Madame Aurélie » appela-t-il d'une voix brève. Il était légèrement pâle, les yeux clairs et résolus pourtant. En faisant le tour des rayons, il venait de les trouver vides, et la possibilité d'une défaite s'était brusquement dressée dans sa foi entêtée à la fortune. Sans doute, 11h sonnaient à peine. Il savait par expérience que la foule n'arrivait guère que l'après-midi. Seulement, certains symptômes l'inquiétaient. Aux autres mises en vente, un mouvement se produisait dès le matin. Puis il ne voyait même pas de femmes en cheveux, les clientes du quartier qui descendaient chez lui en voisine. Comme tous les grands capitaines, au moment de livrer sa bataille, une faiblesse superstitieuse l'avait pris, malgré sa carrure d'habituel d'homme d'action. Ça ne marcherait pas, il était perdu, il n'y aurait pas dû dire pourquoi. Il croyait lire sa défaite sur les visages mêmes des dames qui passaient. Justement, Madame Boutarel, qui achetait toujours, s'en allait en disant « Non, vous n'avez rien qui me plaise, je verrai, je me déciderai. »
Mouret la regarda partir, et comme madame Aurélie accourait à son appel, il l'emmena à l'écart. Tous deux échangèrent quelques mots rapides. Elle eut un geste désolé. Elle répondait visiblement que la vente ne s'allumait pas. Un instant, ils restèrent face à face, gagnés par un de ces doutes que les généraux cachent à leurs soldats. Ensuite, il dit tout haut, de son air brave: « Si vous avez besoin de monde, prenez une fille de l'atelier, elle aidera toujours un peu. » Il continua son inspection désespéré. Depuis le matin, il évitait Bourdoncle, dont les réflexions inquiètes l'irritaient. En sortant de la lingerie, où la vente marchait plus mal encore, il tomba sur lui. Il dut subir l'expression de ses craintes. Alors, il l'envoya carrément au diable, avec une brutalité qu'il ne ménageait pas, même à ses hauts employés dans les heures mauvaises. « Fichez-moi donc la paix, tout va bien. Je finirai par flanquer les trembleurs à la porte. » Mouret se planta, seul et debout au bord de la rampe du hall. De là, il dominait le magasin, ayant autour de lui les rayons de l'entresol, plongeant sur des rayons du rez-de-chaussée. En haut, le vide lui parut navrant. Aux dentelles, une vieille dame faisait fouiller tous les cartons sans rien acheter, tandis que 3 vauriennes à la lingerie choisissaient longuement des cols à 18 sous. En bas, sous les galeries couvertes, dans le coup de lumière qui venait de la rue, il remarqua que les clientes commençaient à être plus nombreuses. C'était un lent défilé, une promenade devant les comptoirs, espacée pleine de trous. À la mercerie, à la bonnetterie, des femmes en camisole se pressaient. Seulement, il n'y avait presque personne au blanc ni au lainage. Les garçons de magasin, avec leurs habits verts dont les larges boutons de cuivre luisaient, attendaient le monde, les mains ballantes. Par moments passait un inspecteur, l'air cérémonieux, raidi dans sa cravate blanche. Et le cœur de Mouret était surtout serré par la paix morte du hall. Le jour y tombait de haut, d'un vitrage au verre dépoli, qui tamisait la clarté en une poussière blanche, diffuse et comme suspendue, sous lequel le rayon des soieries semblait dormir, au milieu d'un silence frissonnant de chapelle. Le bas d'un commis, des paroles chuchotées, un frôlement de jupe qui traversait, y mettaient seuls des bruits légers, étouffés dans la chaleur du calorifère. Pourtant, des voitures arrivaient. On entendait l'arrêt brusque des chevaux, puis des portières se refermaient violemment. Au dehors montait un lointain brouhaha, des curieux qui se bousculaient en face des vitrines, des fiacres qui stationnaient sur la place Gaillon, toute l'approche d'une foule. Mais en voyant des caissiers inactifs se renverser derrière leurs guichets, en constatant que les tables au paquet restaient nues, avec leurs boîtes à ficelles et leurs mains de papier bleu, Mouret, indigné d'avoir peur, croyait sentir sa grande machine s'immobiliser et se refroidir sous lui. « Dites donc, Favier, murmura Hautain, regardez le patron là-haut, il n'a pas l'air à la noce. » « En voilà une sale baraque, répondit Favier, quand on pense que j'ai pas encore vendu. » Tous deux, guettant les clientes, se soufflaient ainsi de courtes phrases sans se regarder. Les autres vendeurs du rayon étaient en train d'empiler les pièces de Paris Bonheur sous les ordres de Robineau, tandis que Poutemont, en grande conférence avec une jeune femme maigre, paraissait prendre à demi-voix une commande importante. Autour d'eux, sur les étagères d'une d'élégance frêle, les soies, pliées dans de longues chemises de papier crème, s'entassaient comme des brochures de format inusité. En encombrant les comptoirs, des soies de fantaisie, des moires, des satins, des velours, semblaient des petites bandes de fleurs fauchées, toute une moisson de tissus délicats et précieux. C'était le rayon élégant, un salon véritable où les marchandises, si légères, n'étaient plus qu'un ameublement de luxe. « Il me faut 100 francs pour dimanche, reprit Hutin. Si je me fais pas mes 12 francs par jour en moyenne, je suis flambé. J'avais compté sur leur mise en vente. » Bigre, 100 francs, c'est raide, dit Favier. Moi, je n'en demande que 50 ou 60. Vous payez donc des femmes chics? Mais non, mon cher, imaginez-vous une bêtise. J'ai parié, je suis perdu. Alors je dois régaler 5 personnes, 2 hommes et 3 femmes. Sacré matin. La première qui passe, je la tombe de 20 mètres de Paris Bonheur. Un moment encore, ils causèrent, ils se dirent ce qu'ils avaient fait la veille et ce qu'ils comptaient faire dans 8 jours. Favier pariait aux courses, Hutin canotait et entretenait des chanteuses de café-concert. Mais un même besoin d'argent les fouettait. Ils ne songeaient qu'à l'argent, ils se battaient pour l'argent du lundi au samedi, puis ils mangeaient tout le dimanche. Au magasin, c'était là leur préoccupation tyrannique, une lutte sans trêve ni pitié. Et ce malin de Boutemont, qui venait de prendre pour lui l'envoyé de Madame Sauveur, cette femme maigre avec laquelle il causait, une belle affaire, 2 ou 3 douzaines de pièces, car la grande couturière avait les bouchées grosses. À l'instant, Robineau s'était bien avisé lui aussi de souffler une cliente à Favier.
Oh, celui-là, il lui faut lui régler son compte, reprit Hutin, qui profitait des plus minces faits pour rameuter le comptoir contre l'homme dont il voulait la place. Est-ce que les premiers et les seconds devaient vendre? Parole d'honneur, mon cher. Si jamais je deviens second, vous verrez comme j'agirai gentiment avec vous autres. Et toute cette petite personne normande, aimable et grasse, jouait la bonhomie énergiquement. Favier ne put s'empêcher de lui jeter un regard oblique, mais il garda son flegme d'homme bilieux. Il contenta de répondre. Oui, je sais, moi je ne demande pas mieux. Puis voyant une dame s'approcher, il ajouta plus bas. Attention, voilà pour vous. C'était une dame coupe rosée, avec un chapeau jaune et une robe rouge. Tout de suite, Hutin devina la femme qui n'achèterait pas. Il se baissa vivement derrière le comptoir, en feignant de rattacher les cordons d'un de ses souliers. Et caché, il murmurait. Ah non, par exemple, qu'un autre se la paie. Merci, pour perdre mon tour. Cependant, Romineau l'appelait. À qui la ligne, messieurs? À monsieur Hutin? Oui, monsieur Hutin. Et comme celui-ci ne répondait décidément pas, ce fut le vendeur inscrit à la suite qui reçut la dame coupe rosée. En effet, elle voulait simplement des échantillons avec les prix, et elle retint le vendeur plus de 10 minutes. Elle l'accabla de questions. Seulement, le second avait vu Hutin se relever derrière le comptoir. Or, aussi, lorsqu'une nouvelle cliente se présenta, intervint-il d'un air sévère en arrêtant le jeune homme qui se précipitait. « Votre tour est passé, je vous ai appelé. Et comme vous étiez là, derrière... Mais monsieur, je n'ai pas entendu. Assez. Inscrivez-vous à la queue. Allez, monsieur Favier, c'est à vous. » D'un regard, Favier, très amusé au fond de l'aventure, s'excusa auprès de son ami Hutin. Hutin, les lèvres pâles, avait détourné la tête. Ce qui l'enrageait, c'était qu'il connaissait bien la cliente, une adorable blonde qui venait souvent au rayon et que les vendeurs appelaient entre eux la jolie dame, ne sachant rien d'elle, pas même son nom. Elle achetait beaucoup, faisait porter dans sa voiture puis disparaissait. Grande, élégante, mise avec un charme exquis, elle paraissait fort riche et du meilleur monde. « Eh bien, et votre cocotte ?» demanda Hutin à Favier, lorsque celui-ci revint à la caisse où il avait accompagné la dame. « Oh, une cocotte !» répondit celui-ci. « Non, elle a l'air trop comme il faut, ça doit être la femme d'un boursier ou d'un médecin, enfin je ne sais pas, quelque chose dans ce genre. » « Laissez donc, c'est une cocotte, avec leurs airs de femme distinguée, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ?» Favier regardait son cahier de notes de débit. « N'importe, reprit-il, je lui ai collé pour 293 francs, ça me fait près de 3 francs. » Hutin passa les lèvres et il soulagea sa rancune sur les cahiers de notes de débit. Encore une drôle d'invention qui leur rencombrait les poches. Il y avait entre eux une lutte sourde. Favier, d'habitude, affectait de s'effacer et de reconnaître la supériorité de Hutin, quitte à le manger par derrière. Aussi ce dernier souffrait-il des 3 francs emportés d'une façon si aisée par un vendeur dont il ne reconnaissait pas la force. Une belle journée, vraiment. Si ça continuait, il ne gagnerait pas de quoi payer le lot de sel de ses invités. Et dans la bataille qui s'échauffait, il se promenait devant les comptoirs, les dents longues, voulant sa part, jalousant même son chef en train de reconduire la jeune femme maigre à laquelle il répétait « Eh bien, c'est entendu, dites-lui que je ferai mon possible pour obtenir cette faveur à monsieur Mouret. »